en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Et M. Steve Niungeko est à la cabine technique. Bonsoir mesdames et messieurs. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce vendredi 10 juillet 2020, dont voici les principales articulations. Le secrétaire général de l'association AC Génocide Chirimoso est détenu au cachot de la police judiciaire de Djabé depuis 2 jours. Des mobiles ethniques auraient motivé cette incarcération. Le Burundi a officiellement reconnu ses manquements en rapport avec les cotisations au sein de la communauté est-africaine. Toutefois, le ministre en charge des affaires de l'EAC ne reconnaît qu'une seule année d'arriéré sur les 13 que lui réclame cette communauté. Dans ce magazine, nous vous parlerons également d'un albinos atteint de cancer qui demande une assistance pour pouvoir se faire soigner. Voilà pour le sommaire. Dans quelques poussières de secondes, le développement de ces titres. Encore une fois, bienvenue. Ouvrons ce journal. Droits de l'homme où un employé de l'entreprise Afrique Textile est porté disparu depuis 4 jours. Sa famille dit l'avoir cherché dans tous les cachots de la municipalité de Bujumbura sans succès, mais selon certains de ses collègues, cette disparition serait liée à son travail. Les détails avec Vicky Chris Nineritsi. Ce mardi, la famille de Christophe Nhabaresha a attendu qu'il rentre, mais en vain. Christophe Nhabaresha est un employé de l'entreprise Afrique Textile, l'ex-Kotebu. Les informations qui parviennent à sa famille font savoir qu'il a été vu la dernière fois lorsqu'il rentrait de son travail, mais n'est pas arrivé à la maison. Il a quitté son service vers 17h30. Il n'a pas pu arriver chez sa famille jusqu'à maintenant. Sa famille s'inquiète. Il n'est plus membre d'aucun parti politique. Sa famille a cherché dans différentes prisons reconnues de Bujumbura, différents hôpitaux, mais en vain. Les collègues de Christophe Nhabaresha indiquent que les enquêtes devraient commencer par certains employés de cette entreprise quand il n'était pas en bon terme avec certains de ses collègues. L'un des employés de l'entreprise Afrique Textile témoigne. Sa voix a été modifiée pour des raisons de sa sécurité. Quelques facteurs seraient à l'origine de sa disparition. Il aurait eu des disputes avec ses collègues de service concernant les frais de rafraîchissement des membres du corps de FIRA lors de la célébration du 58e anniversaire de l'indépendance du Burundi. D'autre part, il y a certains employés qui ont quitté l'Afrique Textile pour travailler ailleurs, mais ils ont cautionné un crédit collectif ensemble avec M. Christophe à la BCP. Ces employés qui ont quitté l'Afrique Textile ont refusé de continuer à rembourser régulièrement le crédit. Mais Christophe, avec sa justesse, il les a traduits dans les instances judiciaires. Cela pourra également être la cause de sa disparition. D'autres facteurs, il s'observe un groupe de travailleurs ici qui s'est engagé à collecter de l'argent pour faire disparaître les travailleurs qui n'acceptent pas de partager ensemble certaines orientations de fonctionnement de l'entreprise. Cette tactique risque de s'intensifier une fois réussie, car certaines autorités en collaboration avec certains employés ont déjà initié secrètement cette collecte d'argent. Les employés de l'entreprise Afrique Textile demandent aux responsables de la dite entreprise d'aider pour retrouver Christophe Nhabaresha. Nous demandons aux autorités de l'Afrique Textile d'utiliser toutes les voies possibles pour chercher Christophe et enquêter au sort pour anéantir le groupe en cours de préparation pour faire disparaître les frères collègues. Nous avons contacté le directeur général de l'entreprise Afrique Textile. La première fois, il nous a répondu qu'il est en réunion. La deuxième fois, son téléphone sonnait, mais il ne décrochait pas. Vicky Chris Ninheritse, droits de l'homme toujours. Le secrétaire général de l'association AC Génocide Chirimoso est sous les verrous depuis ce jeudi. Accusé d'atteinte à la sûreté publique, il a été arrêté pendant qu'il donnait une interview aux journalistes. Sa famille indique qu'il serait victime de son appartenance ethnique. Le point avec Innocent Valentin Singrangao.
Le secrétaire général de l'association AC Génocide Chirimoso, qui a été arrêté depuis ce jeudi, est le nommé Terence Mouchano, un employé de la SOBGEA. Notre source à l'aéroport Melchior Ndadaye indique qu'il était aux environs de 11 heures ce jeudi lorsque la police s'est introduite à la SOBGEA pour arrêter Terence Mouchano. Il a été arrêté avec 3 journalistes qu'il interviewait sur l'assassinat des étudiants de l'Université du Burundi en 1995. Selon la même source, ces journalistes ont été relâchés après s'être auditionnés par l'OPJ. Quant à lui, Terence Mouchano a été incarcéré au cachot de la police judiciaire de Jabé. L'officier de police judiciaire en possession de ce dossier lui a accusé d'atteinte à la sûreté publique, une accusation rejetée par les membres de la famille de Terence Mouchano. Ils interpellent plutôt la justice de traiter ce dossier minutieusement afin d'éviter de noyer la vérité sur les tueries de 1995. Mouchano Terence n'umunyamabanga mukuru w'ishirahamwe riharanira kurwanya ivyihonyabwoko. Terence Mouchano est secrétaire général de l'association de lutte contre le génocide. C'est tout à fait normal qu'il soit interviewé par les journalistes et ça ne devrait pas déranger l'opinion nationale. Que la vérité soit connue sur ce qui s'est passé. Nous demandons à la justice d'être prudente pour ne pas encourager la vengeance. Ceux qui l'ont arrêté sont sans doute animés de la mauvaise foi. Il est à signaler que Joseph Nkurunziza, le directeur général de la SOBGEA, était maître des cérémonies ce jeudi à l'Université du Burundi à l'occasion de la commémoration des massacres des étudiants de 1995. Ainsi donc, les employés de la SOBGEA accusent leur DG d'avoir joué un rôle important dans l'arrestation de Terence Mouchano. Nous avons essayé de joindre Joseph Nkurunziza, mais sans succès. Innocent Valentin Singilangabo, la page droits de l'homme, c'est aussi l'incarcération de Terence Mouchano. Plutôt, c'est toujours en page droits de l'homme, cette incarcération de Terence Mouchano n'a pour but que de lui interdire de s'exprimer sur le monument érigé au campus de Mutanga en la mémoire des étudiants Hutus tués dans ce campus. Réaction du président de l'Observatoire de la presse burundaise, OPEB en sigle. Innocent Muhozi condamne également l'arrestation de 2 journalistes du groupe de presse Iwachu qui lui ont tendu le micro vu qu'un journaliste est libre de travailler sur tout le territoire du pays. Suivez. C'est une énième atteinte à la liberté de presse et d'expression parce que les journalistes qui ont été arrêtés, ils étaient en train de faire leur travail, encore une fois, même s'ils ont été relâchés. Monsieur Terence Mouchano, dans ce génocide, est toujours détenu parce qu'il a voulu exprimer son opinion. Et j'imagine que c'était en rapport avec la commémoration de la date des étudiants Hutus assassinés, massacrés à l'Université du Burundi et que AC Génocide se préoccupe de façon régulière et depuis longtemps de ce type d'événement, que ce soit contre des Tutsis ou contre des Hutus. AC Génocide, c'est toujours exprimé sur sa vision de comment ces choses devraient être gérées. Donc, j'imagine que Terence Mouchano est victime du fait qu'il a voulu exprimer son opinion, que ceux du groupe de presse Iwachu sont victimes du fait d'avoir été chercher cette information-là en particulier. Un citoyen ordinaire, membre d'une association reconnue depuis je ne sais plus combien de temps, qui s'exprime sur un événement ponctuel, ça devient une atteinte à la sécurité nationale. Ce n'est pas la première fois qu'il s'exprime sur cette question-là. Ni lui, ni beaucoup d'autres. Et aujourd'hui, on décrète que c'est une atteinte à la sécurité nationale. C'est vraiment du n'importe quoi. Mais quel est l'endroit propice pour les journalistes pour qu'ils puissent parler avec leurs personnes ressources sur telle ou telle autre question d'intérêt national? Ils travaillent pendant les heures de service, les journalistes. C'est à ces heures-là qu'on va chercher nos informations. Et où est-ce qu'on trouve les gens qui interviennent? On les trouve sur leur lieu de travail parce qu'ils sont en train de travailler et qui prennent une petite parenthèse pour exprimer justement leurs opinions qui sont d'utilité publique, encore une fois. Et ce n'est pas la première fois, ce ne sera certainement pas la dernière fois qu'on va chercher les gens sur leur lieu de travail. Si on attendait que chacun de ceux qui sont dans les associations, où ils exercent en dehors de leur temps de travail, soit sur leur siège, disons, d'association, mais on n'aurait jamais de l'information. Les citoyens n'auraient jamais cette diversité d'opinions qui s'exprime. Donc ce n'est ni la première fois, ni la dernière fois qu'on va chercher les gens sur leur lieu de travail. Ce n'est qu'un prétexte parmi tant d'autres qui sont régulièrement utilisés pour empêcher les gens de s'exprimer et pour empêcher les médias de faire leur travail.
Et puis la spoliation de la septuagénaire Conchessa Nzeimana de la zone Gatabo en commune Kayogoro a été faite en violation de la Constitution. C'est la lecture faite par l'ancien sénateur Emmanuel Ngengurutse sur le dossier de cette veuve devenue sans abri. D'après lui, le nouveau gouvernement avait une bonne occasion de prouver sa bonne foi en rétablissant Conchessa Nzeimana dans ses droits, comme il avait promis de le faire pour tout Burundi. Emmanuel Ngengurutse demande aux différentes autorités originaires de la province Makamba ainsi que les défenseurs des droits de l'homme de venir en aide à cette vieille dame. Suivez. Le cas de Dame Conchessa Nzeimana constitue une opportunité pour le nouveau gouvernement du Burundi de mettre en œuvre ses promesses en rapport avec le respect de l'état de droit et des droits de l'homme. Telle que présentée, l'affaire Conchessa révèle que la loi pertinente a été méprisée et les droits de la septuagénaire ainsi que ceux de ses petits-enfants ont été violés. En effet, la Constitution burundaise prévoit dans son article 36 deux seules voies de perte de la propriété foncière, à savoir l'expropriation pour cause d'utilité publique et la mise en exécution d'une décision de justice définitive. Le cas de Dame Conchessa Nzeimana relève donc du premier cas, à savoir l'expropriation pour cause d'utilité publique, matière régie par le Code foncier de 2011 à partir des articles 411. Il est à déplorer et à condamner les injustices et les mauvais traitements réservés à la septuagénaire et à ses petits-enfants lorsque ces actes émanent, et ceci est très grave, de l'autorité administrative censée défendre et protéger ses administrés. Cette personnalité devrait être débarquée de ses fonctions pour manquement gravissime. Il n'est pas non plus compréhensible que cela s'inscrit dans la durée et que les autorités politiques et morales ne daignent redresser la situation de l'infortuné. Où sont passées toutes les autorités politiques nationales et régionales, les autorités morales et d'autres? Où est allé le président du Sénat, qui est ressortissant de la province de la sinistrée? Où est allé le gouverneur, les députés, les sénateurs de cette province? Les défenseurs des droits de l'homme à la CNDH, les défenseurs des droits de la femme et ceux des enfants, les notables Washingana et Wagabo, les notabilités religieuses, où sont tous allés? Et c'est vraiment regrettable, c'est même scandaleux de voir qu'une septuagénaire est jetée dans la rue et qu'on dirait que rien ne s'est passé. Nous demandons donc au gouvernement qui se targue d'être rassembleur et protecteur, de résoudre ce cas test pour leur bonne volonté. Et toujours à ce propos, les juristes parlent également de violation du droit foncier en vigueur au Burundi. Maître Janvier Bigilimana indique que certaines prévisions du code foncier montrent comment l'État doit procéder dans des cas d'expropriation. Selon ce juriste, les cas d'expropriation ne sont pas du ressort de n'importe quelle autorité. Suivez. Le Code foncier burundais, et spécialement en ses articles 411 et suivants, précise des modalités, des conditions ainsi que les autorités compétentes pour pouvoir opérer une expropriation pour cause d'utilité publique. L'article 411, par exemple, précise clairement que l'expropriation ne peut intervenir qu'après avoir versé à la personne expropriée une indemnité juste et préalable. La loi ne permet pas donc qu'une personne soit expropriée et que les conditions d'indemnité soient précisées, négociées après cette opération. Ce qui a été fait pour Madame Conchessa est une violation grave à la loi. Autre chose qui est très importante et qu'il faut préciser, c'est que les autorités compétentes pour opérer une expropriation, ça peut être un ministre ou un président de la République. Autrement dit, les autres autorités, notamment l'administrateur communal, les chefs de zone ou les gouverneurs de province, ne sont pas compétents pour pouvoir opérer une expropriation. Par contre, ces autorités peuvent initier la procédure d'expropriation, mais l'autorité compétente pour pouvoir prendre cette décision, c'est bel et bien un ministre en charge des terres rurales ou de l'urbanisme ou selon l'étendue du terrain qui doit être exproprié, le président de la République.
Un troisième élément à signaler, c'est que l'indemnité doit être convenue et consignée dans une convention qui doit être signée par les parties concernées, ou lorsqu'il n'y a pas d'accord entre les deux parties, c'est bel et bien la juridiction compétente qui doit prendre une décision en déterminant le quantum de l'indemnité ou la nature, l'étendue de l'indemnité qui doit être versée à la personne expropriée. Le cas qui est arrivé pour cette dame en cause démontre à quel point les autorités burundaises n'ont pas d'égard à la loi. Nous les interpellons pour qu'elles puissent lire correctement la loi. La septuagénaire Conchessa Nzeimana vient de passer 12 jours sans abri après la décision de l'administration de Kayogoro de la chasser de sa maison. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. En page coopération, le gouvernement burundais reconnaît avoir une dette de cotisation envers la communauté est-africaine, mais tient à préciser qu'il ne doit à cette communauté qu'une année sur les 13 qui vient de passer dans cette famille. Dans une conférence de presse animée ce vendredi, le ministre en charge des affaires de l'EAC a souligné que l'exclusion du Burundi n'est pas au programme, car l'exclusion est la dernière des sanctions et est consécutive à de lourds manquements, ce qui n'est pas le cas du Burundi, a dit l'ambassadeur Ezekiel Niragira, tout en rassurant que le Burundi va bientôt s'acquitter de sa dette. C'est vrai, le Burundi aujourd'hui enregistre des arriérés qu'il doit payer. Je voudrais préciser que le Burundi n'est pas le seul pays aujourd'hui qui enregistre ces arriérés. Mais aussi, ce n'est pas la première fois qu'il y ait un pays qui présente des arriérés à la communauté est-africaine. Ce n'est pas la première fois. Raison pour laquelle nous ne comprenons pas les visées de ce journal qui a publié cette information. Comme vous le savez, nous venons de clôturer le processus un peu long des élections. Depuis 2015, nous avons eu 3 élections. Dans toutes ces élections, nous les avons financées avec des ressources intérieures. Et maintenant, je voudrais tranquilliser l'opinion nationale et internationale que, en considérant que les problèmes qui avaient causé ce retard de paiement de ces arriérés, ces problèmes sont terminés. Et maintenant, nous allons mettre beaucoup de force, quitte à ce qu'on puisse apurer ces arriérés dans un bref délai. De la coopération, passons à la page politique où le président de la République Évariste Ndayishimiye devrait être ferme dans l'exercice de ses fonctions et ainsi honorer ses engagements. Propos de Karina Tartakian, coordinatrice de l'initiative des droits humains au Burundi. Pour elle, le président devrait agir rapidement pour engager le pays sur une voie positive. Suivez. Ça ne va pas être facile pour le nouveau président puisqu'effectivement, dans son nouveau gouvernement, on retrouve certaines des mêmes figures qui ont occupé des postes influents dans le passé et qui en plus ont trempé dans des violations graves des droits humains. Il va donc devoir gérer les différentes tendances et les différents intérêts au sein du parti au pouvoir. Mais en tant que président, il doit assumer pleinement ce rôle et s'assurer que les réformes qu'il a promises à maintes reprises sont réellement mises en place. Donc oui, l'espoir est là, mais c'est un espoir un peu mitigé. Je pense que si le président agit rapidement et entreprend des actions concrètes, il engagera le pays sur la voie positive. Mais s'il hésite ou s'il attend trop longtemps, le pays risque de continuer dans les mêmes schémas que dans le passé et ce serait une opportunité de rater. Selon toujours Karina Tertakian, si le président ne traduit pas en justice les criminels, le Burundi restera ancré dans de guerres cycliques et ne recouvrera pas la paix. Encore une fois, Karina Tertakian.
Si le président ne parvient pas à mettre fin aux violations des droits humains, s'il ne parvient pas à faire traduire en justice les auteurs de ces crimes, ça voudra dire que l'aile dure du parti aura pris le dessus et que l'impunité risque de continuer, qu'on risque de voir une continuation aussi du contexte de répression politique qui a marqué les 5 dernières années ou plus. Ça voudra dire aussi que le Burundi aura du mal à retrouver sa crédibilité au niveau international. Bon, je ne voudrais pas être trop pessimiste, mais les risques sont là, les risques sont réels. Et c'est pour cela que nous demandons au président d'agir rapidement pour mettre le Burundi sur la bonne voie et pour donner un signal clair à ceux qui voudraient s'opposer à ces réformes qui ne vont pas réussir. Politique, c'est aussi l'Organisation internationale de la francophonie qui s'est déclarée ce jeudi favorable à la reprise de la coopération avec le Burundi suspendue depuis 2016. La rédaction de la RPA revient sur les sanctions qui avaient été prises contre le Burundi et leur impact sur le pays. La coopération entre le Burundi et l'Organisation internationale de la francophonie avant la prise des sanctions de 2016 était essentiellement fondée sur l'appui dans le domaine de l'éducation. Le Burundi bénéficiait donc des fonds de la part de cette organisation dans le cadre de la production des manuels didactiques ainsi que d'autres manuels scolaires, une aide qui transitait par l'UNESCO. Dans ce secteur de l'éducation, des fonds étaient également débloqués dans le but d'appuyer d'autres projets comme la construction des écoles et établissements scolaires, la formation et le recyclage en faveur du personnel enseignant à travers le projet IFADEM et l'octroi des bourses d'études aux lauréats du cycle secondaire et de l'université. Depuis alors la suspension de cette coopération bilatérale en 2016, le Burundi a perdu son estime dans le concert des pays membres de cette organisation. Il ne pouvait plus donc accéder à de différents postes de prise de décision de l'Organisation internationale de la francophonie. Le secteur de l'éducation était jusque-là le seul à être appuyé par l'OIF. En sus du secteur de l'éducation, l'OIF appuyait d'autres projets dans différents ministères comme la justice et l'environnement ainsi que dans l'organisation des élections. Comme cela apparaît dans le pacte linguistique entre le Burundi et l'OIF, les autorités burundaises étaient tenues à utiliser la langue française dans les instances internationales et promouvoir cette langue dans la communauté est-africaine. Dans notre édition ultérieure, nous reviendrons sur le contenu des conventions du partenariat Burundi-OIF. Merci à toi Trésor Nyongabo. Une courte pause et nous abordons la page santé de ce magazine. Des défis persistent dans la lutte contre la pandémie de Covid-19 au Burundi. Parmi ces défis figurent le port à volonté de masques et le non-respect de la distanciation sociale. Le point avec Onésime Dushimagidze. Le nombre de masques a beaucoup augmenté. Tous les tailleurs du quartier asiatique et presque tous les Indiens propriétaires des ateliers de couture ici à Bujumbura fabriquent des masques en grande quantité. Bien que beaucoup de gens se précipitent dans la fabrication des masques contre la Covid-19, des défis majeurs s'observent dans la lutte contre cette pandémie. Premièrement, le port de masque n'est pas une obligation, sauf dans certaines sociétés où les employeurs exigent aux employés de porter de masques avant d'entrer au service, comme l'indique cet habitant de la ville de Bujumbura. Dans notre société, on donne 3 masques et on les porte en alternant. Celui qu'on porte aujourd'hui, on le laisse le jour suivant. Il est obligatoire de le porter encore une fois après l'avoir lavé et repassé. Malgré cette bonne initiative de certaines sociétés qui mobilisent leurs employés à porter des masques, des défis majeurs s'observent encore, notamment le port à volonté de ces masques et le non-respect de la distanciation sociale. Non, il n'y a pas de gens qui portent des masques en bus. On rencontre quelques-uns au marché et dans la rue. Dans notre société, le port de masque est obligatoire, mais dès qu'on quitte les bureaux de travail, on l'enlève. Beaucoup de pharmacies en mairie de Bujumbura se précipitent et aussi dans la vente des masques lavables qui sont plus sollicités par les clients au détriment des masques à usage unique.
Onésime Dushimagidze, à propos des mesures déjà prises pour freiner la propagation de la Covid-19, la population burundaise pourra désormais se procurer du savon à un prix de 150 francs burundais la pièce. Déclaration de Mathias Kunz, président de la société Savonor, une usine qui a gagné le marché de distribution de savon dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Lors du lancement ce matin de l'opération Savon Bleu, Mathias Kunz a fait savoir que cette campagne contribuera également dans la lutte contre d'autres maladies de main sale. Écoutez Mathias Kunz, il est le patron du Savonor. Comme vous le savez, en ces temps difficiles où le monde fait face à la pandémie du coronavirus, Savonor, en collaboration avec le gouvernement du Burundi et l'UNICEF, ont étalé leurs efforts afin de permettre à la communauté burundaise d'acquérir un savon de qualité à un prix réduit de moitié, plus exactement 150 francs la pièce. Nous espérons que cette initiative, appuyée par le gouvernement burundais, va contribuer à une plus grande responsabilité de chacun envers les mesures préventives dans la lutte contre le Covid et d'autres maladies infectieuses. Nous pouvons éviter la propagation du Covid par un simple geste, lavons-nous les mains le plus fréquemment possible avec du savon. De son côté, Jeremy Hopkins, représentant de l'UNICEF au Burundi, a interpellé la population burundaise à se laver régulièrement les mains avec du savon, un des gestes barrières les plus efficaces. Suivez. Comme vous le savez, l'une des mesures qui permet de limiter la propagation de la maladie, en plus de la distanciation physique entre les personnes, c'est le lavage régulier des mains avec du savon. La promotion du lavage des mains ne fonctionne que si les Burundais sont capables d'acheter le savon abordable en quantité suffisante. C'est ainsi que nous avons travaillé avec Savonor, mais aussi avec notre siège, notre bureau régional et certains de nos partenaires techniques et financiers, pour parvenir à monter ce programme dans lequel nous croyons beaucoup et qui est pour l'UNICEF particulièrement innovant. Grâce à nos efforts conjugués, ce petit savon bleu que je vous présente aujourd'hui sera vendu à 150 francs, c'est-à-dire la moitié du prix auquel le savon ordinaire de même taille est vendu habituellement. Alors pourquoi est-il si important de se laver les mains avec du savon, de bien les laver pendant au moins 20 secondes? Il est scientifiquement prouvé que c'est le moyen le plus efficace pour se débarrasser des virus, des microbes et des agents pathogènes qui rendent les gens malades. C'est efficace contre le Covid-19, contre le choléra, contre les maladies diarrhéiques, qui sont l'une des premières causes de mortalité chez les enfants partout dans le monde. Et pour rappel, jusqu'à ce jeudi, les cas de Covid-19 officiellement reconnus par le gouvernement s'élevaient à 232. Un albinos de la commune Bougendana en province Gitega, atteint d'un cancer de l'œil, lance un appel à toute âme charitable de lui venir en aide afin qu'il puisse se faire soigner. Il indique que les différentes structures de soins au Burundi ne sont pas parvenues à le guérir. Les détails avec Balthazar Mibour. Cet albinos qui demande de l'aide est connu sous le nom d'Amos Kwizera, âgé de 20 ans, natif d'Omutoyi, en commune Bougendana, province Gitega. Au début, l'albinos Amos Kwizera a été atteint d'une acné à l'œil. À force de se gratter, l'acné s'est transformé plus tard à une plaie selon ses proches. Différents hôpitaux de la province Gitega n'ont pas réussi à guérir cet albinos âgé de 20 ans. Sa famille a pris la décision de le conduire à Bujumbura, mais là aussi, on s'est contenté de soigner cette plaie sans succès. Aujourd'hui, les médecins font savoir à cet albinos de la commune Bougendana qu'ils ne sont plus à mesure de traiter son cas car il a un cancer au niveau de cet œil. La famille d'Amos Kwizera demande à toute âme charitable de leur venir en aide pour qu'il soit soigné. Le représentant de l'association Albinos Sans Frontières, Kassim Kazung, indique qu'Amos Kwizera a besoin d'au moins $1 500 pour aller se faire soigner au Rwanda ou ailleurs. Merci à toi Balthazar Mibouro. Le dernier dossier de ce magazine parle d'éducation où un climat de mésentente s'observe entre certains enseignants du lycée technique communal de Kayanza et la direction de cette école suite au taux de réussite. Cette mésentente a causé la perturbation de certaines activités liées à la proclamation des résultats. Les détails avec Emmanuel Ndaishimi.
Ces activités de fin de l'année scolaire qui ont été suspendues à cette école incluent les examens de repêchage. Les résultats de la première délibération ont été aussi annulés. Selon les sources de la RPA à cette école, cette mesure a été prise dans une réunion qui regroupait les parents d'élèves, les enseignants, le directeur de l'école et le directeur communal de l'enseignement à Kayanza. Les mêmes sources précisent que cette décision a été prise suite à un faible taux de réussite enregistré cette année à cette école, ce qui a poussé le directeur à contacter les responsables de l'enseignement dans cette commune. Notre source à ce lycée révèle que la direction accuse certains enseignants de ne pas respecter les critères de délibération. Certains enseignants indiquent que les suggestions de la direction étaient impossibles à appliquer au vu des résultats des élèves. Après la prise de ces décisions, les responsables de l'enseignement ont tenu une autre réunion dont les conclusions nous sont encore inconnues. Merci à toi Emmanuel Ndaishimiye et c'est sur ce reportage que nous mettons un point final au magazine Humura Burundi de ce vendredi 10 juillet 2020. Merci à vous tous qui nous avez tenu compagnie. Merci à toute l'équipe rédactionnelle qui m'a aidé à collecter toutes ces informations. Sans oublier Steve Niyungeko qui était de l'autre côté de la cabine technique. À la présentation, vous étiez avec Josiane Mouzaneza. Un bon début de week-end à tous. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ce toujours au pays à travers une information de qualité. Bakira!